Donc les deux histoires fondamentales, c'est celle d'Œdipe et celle d'Antigone, donc sa fille. Il faut avoir en tête que tout commence avec un autre personnage. La mythologie grecque est toujours compliquée. Tout commence avec, en vérité, un personnage qui est le père d'Œdipe, Laios. Laios, c'est le père d'Œdipe. Laios, c'est l'arrière-petit-fils de Cadmos. Cadmos, c'est le fondateur de la ville de Thèbes. Et c'est le premier roi de Thèbes. Donc il est dans la dynastie des rois de Thèbes. Laios va être le roi de Thèbes, comme d'ailleurs son fils Œdipe sera aussi le roi de Thèbes. Mais Laios épouse une femme qui va être la mère d'Œdipe et qui va aussi être sa femme, Jocaste. Donc Laios et Jocaste sont les parents d'Œdipe. Laios donc est le roi de Thèbes, arrière-petit-fils de Cadmos. Et il faut avoir deux éléments en tête pour comprendre le tragique grec, c'est-à-dire le destin, le fait que ça vous tombe dessus sans que vous ne puissiez rien faire. Il y a une espèce de fatum, de destin qui s'acharne contre les personnages tragiques. Et pour le comprendre, il faut savoir que lorsque Laios était un jeune homme, donc bien avant la naissance d'Œdipe, Laios avait été abrité par un personnage qui joue un rôle très important dans la mythologie grecque qui s'appelle Pélops. Pélops, c'est le fondateur du Péloponnèse. Pélops est un des fils de Tantale. Pardon pour les généalogies, mais il faut commencer par là. Et après, je m'arrêterai dans la généalogie, mais il faut avoir ça. Tantale, le fameux Tantale du supplice de Tantale. Et donc, Pélops, donc le fils de Tantale, le fondateur du Péloponnèse, Pélops avait recueilli le petit Laios quand il devait avoir 15 ou 16 ans. Parce que Laios avait dû quitter la ville de Thèbes, qui était assiégée par une armée, je vous laisse ça de côté. Et donc Laios s'était réfugié, Laios, le futur père d'Œdipe, je vous rappelle toujours les éléments de la généalogie qui sont très importants. Laios, le futur père d'Œdipe, s'était réfugié chez Pélops, le fils de Tantale. Et Pélops lui-même avait un fils qui s'appelait Chrysippe. Et donc ces deux jeunes gens, Laios et Chrysippe, tous les deux abrités dans la maison du père de Chrysippe, donc de Pélops, étaient devenus amis. Et Laios, qui avait des penchants, comme toujours en Grèce à l'époque, c'était fréquent, des penchants homosexuels, avait sauté sur le malheureux Chrysippe, ce jeune homme qui lui n'était pas homosexuel. Et il avait violé Chrysippe. Chrysippe s'était suicidé. Et que se passe-t-il quand Chrysippe, violé par Laios, se suicide? Eh bien, Pélops, donc le père de Chrysippe, qui trouve son fils mort, son fils pendu, suicidé, eh bien, Pélops invoque les dieux, notamment Apollon. Et qu'est-ce qu'il demande aux dieux? Eh bien, il demande aux dieux que si jamais Laios avait un fils, lui-même, ce fils meurt. Ce fils commette des crimes affreux et soit lui-même tué par les dieux. Que la punition des dieux s'abatte sur son propre fils. Il faut que vous ayez en tête quelque chose à ce moment-là. Deux éléments. Le passé, le destin jouent un très grand rôle. Nos vies sont complètement dominées par ce qui précède dans les générations d'avant. Comme on dit en bon français, quand les parents boivent, les enfants trinquent. C'est un peu la même idée. Quand les parents commettent des crimes, même si les enfants sont innocents, ils vont quand même le payer pendant des générations. C'est le destin. Quand il y a eu un trouble dans l'ordre cosmique, ça ne se répare pas comme ça. Il faut plusieurs générations pour le réparer. C'est une idée d'ailleurs qui s'infiltrera dans toutes les sociétés traditionnelles. La deuxième chose que vous devez avoir en tête, c'est que dans la mythologie grecque, et en particulier chez les tragiques, le châtiment, la punition est toujours dans un rapport symbolique avec le crime commis. Il n'y a aucune exception dans la mythologie grecque. Toujours, quand il y a une punition, un châtiment quel qu'il soit, il a un rapport symbolique avec le crime, symbolique au sens grec. Et là, je vous donne un élément qui est très important aussi pour comprendre toute cette affaire. On le retrouvera dans la mort d'Œdipe en particulier, mais on le retrouve toujours partout dans la mythologie grecque. Toujours, crime et châtiment sont liés par un rapport symbolique au sens grec. Le symbolon en grec, qu'est-ce que c'est? Le symbolon, c'est exactement ça. Si vous prenez une petite brindille, une allumette, par exemple, vous la cassez en deux. Le symbolon, c'est quand les lèvres des deux blessures s'ajustent parfaitement. Vous réajustez les deux morceaux de l'allumette, et ça s'appelle en grec le symbolon. Et donc, il y a ce rapport-là, ce rapport en quelque sorte de jonction parfaite entre le crime et le châtiment. Laios
a péché par le crime du fils de Pélops, qui s'est pendu, qui s'est suicidé parce qu'il avait été violé par Laios, eh bien, Laios sera puni par son fils. Prenez le supplice de Tantale. Tantale, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il va être puni, Tantale? Tantale, il invite les dieux à dîner chez lui. Et puis, qu'est-ce qu'il leur sert à dîner? Il leur sert son propre fils à dîner, Pélops, justement. Et après, les dieux vont le ressusciter, sinon lui-même ne serait pas dans cette histoire. Mais Tantale, pour vérifier que les dieux ne sont pas tout-puissants et omniscients, eh bien, il leur file carrément son propre fils à bouffer. Il fait cuire Pélops, il le sert à table, et évidemment, les dieux qui sont en effet omniscients et tout-puissants s'en aperçoivent. Et Tantale a péché par la nourriture, parce que donner son propre fils à manger aux dieux, ça ne se fait guère, même dans les temps anciens, et même dans la mythologie grecque. Donc Tantale a péché par la nourriture, il sera puni par la nourriture. Le fameux supplice de Tantale, ça consistera dans le fait que dans les enfers, dans l'Hadès, il voit des fruits magnifiques, il voit de l'eau, il voit du vin, il voit des plats, des mets absolument délicieux, mais dès qu'il s'en approche, tout se retire et il crève de faim pour l'éternité. Il a péché par la nourriture, il est puni par la nourriture. Eh bien, Laios de même, il a péché en tuant, en violant et en poussant au suicide le malheureux Chrysippe, le fils de Pélops. Eh bien, il sera puni par son propre fils. Alors, l'oracle d'Apollon, le fameux oracle de Delphes, eh bien, il fait savoir à Laios que si jamais il a un fils, pour l'instant il n'en a pas encore, il a 16 ans, si jamais il a un fils, eh bien, il sera puni par son fils. Et son fils, qu'est-ce qu'il fera? Eh bien, il le tuera lui. Le fils tuera son père, il épousera sa mère et il détruira la ville. Comment dire? Un petit mot aussi sur Laios, sur le nom même de Laios. En français, via le latin, c'est devenu Laius. Un laïus, c'est quand on tient un discours merdique, enfin creux, sans intérêt. Bon, ça vient d'où? En 1804, figurez-vous, à l'école polytechnique, je vous dis ça simplement pour l'anecdote, parce que ça m'amuse toujours de voir comment la mythologie grecque a essaimé dans le langage courant. Eh bien, l'école polytechnique, en 1804, va donner comme sujet à ses élèves, un sujet de concours, imaginer un dialogue entre le père et le fils. Un dialogue entre Laios, en latin on dit Laius évidemment, hein, toujours la latinisation des mots grecs, et on passe de l'os à lus si j'ose dire. Et donc imaginez un dialogue entre Laios, et son fils Oedipe. Et les polytechniciens se mettent à pexer, comme on dit, et ils sortent des dissertations d'élèves sur le sujet, assez creuses et assez verbeuses, etc. Et c'est là que les correcteurs ont appelé Laius, ce discours verbeux des polytechniciens quand ils parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent mal et où ils sont obligés de broder. Et puis après, ce sera repris par les avocats. À la fin du 19e siècle, pareil, au concours des avocats, eh bien, on reprendra ce mot pour décrire ou pour stigmatiser un discours d'avocat particulièrement creux. On appelle ça un laïus, mais ça vient en effet de la mythologie grecque et de ce fameux père d'Oedipe. Que fait Laios? Hélas pour lui, un jour où il est bourré comme un coin, il couche avec Jocaste et il a un enfant, le petit Oedipe. C'est très important de noter que c'est un jour où il est bourré comme un coin parce qu'il fait ça, on est déjà dans le destin, on est déjà dans le manque de liberté, parce qu'en fait il est homosexuel jusqu'au bout des ongles, il n'aime pas les femmes, mais donc il ne peut coucher avec sa femme Jocaste qu'en étant bourré comme un coin, en ayant absorbé des quantités d'alcool, c'est seulement à ce prix, si je puis dire, qu'il y arrive. Mais symboliquement, ça veut dire quelque chose qu'on retrouvera dans la pièce d'Échille, que je vous lirai tout à l'heure. Eh bien, ça veut dire que la naissance d'Oedipe, elle n'est même pas voulue par son père. Destin est déjà là, le fatum est déjà là. On est déjà dans la non-liberté. Toute cette histoire va se passer dans la non-liberté, dans le destin qui frappe les générations successives. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure ça a du sens. Alors que fait Laios quand il s'aperçoit que Jocaste est enceinte? Eh bien, et comme l'oracle lui a dit que s'il avait un fils, ce fils le tuerait et épouserait sa mère, eh bien évidemment, quand le petit Oedipe naît, vient au monde, eh bien ses parents décident de l'exposer. C'est comme on dit à l'époque, exposer, ça veut dire l'abandonner.
On va abandonner, et donc le roi Laios, qui est devenu roi de Thèbes, eh bien, son père est mort, il est devenu roi de Thèbes lui-même, eh bien Laios décide de faire exposer, d'abandonner dans les montagnes le petit Œdipe, et de là vient son nom, Œdipe. Pourquoi? À l'époque, c'était très courant, on exposait les enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les abandonnait dans la nature pour qu'ils soient dévorés par les animaux sauvages, et la plupart du temps, pour les exposer, c'est les exposer à la fureur des bêtes, eh bien, on les attachait par les pieds, on les ficelait par les pieds, ou même pire, on passait une petite cordelette, on trouait le talon, on passait une petite cordelette par derrière les tendons du talon, et puis comme un gibier qui est mort, on traînait le petit sur le dos, les serviteurs du roi traînaient le petit sur le dos, et allaient l'attacher à un arbre pour qu'il soit dévoré par les bêtes. Et cette pratique était courante, c'était l'exposition, l'abandon des enfants. Et donc le serviteur du roi Laios, eh bien, il fait subir ce sort au petit Œdipe. On lui perce par une cordelette, on lui perce les chevilles, enfin d'abord par un poinçon, puis on fait passer une cordelette. Le serviteur l'attache sur son dos et va l'accrocher à un arbre. D'où son nom, Œdipus. Oidos, qui veut dire gonflé, et pouce, qui veut dire le pied gonflé. Par exemple, oidos, gonflé, ça a donné en français œdème. Un œdème, c'est un gonflement, par exemple, de l'œil ou du visage, etc. Et donc, Œdipe, ça veut dire simplement l'enfant au pied gonflé. Gonflé parce qu'il a été abandonné. Il est exposé par le serviteur du roi Laios. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On exposait les enfants pour que la mort elle-même, si elle venait, soit confiée au destin. Ils avaient une petite chance de s'en tirer, pas beaucoup, très peu de chance. Mais enfin, il fallait que la mort elle-même soit confiée au destin. Vous retrouvez toujours l'idée de destin là-dedans. Un roi ne tue pas lui-même son fils, mais il l'expose. Et puis alors, s'il est mangé par les animaux, c'est que les dieux ont voulu qu'il soit mangé par les animaux. S'il meurt de faim, pareil. Mais s'il est sauvé par un passant quel qu'il soit, alors c'est que les dieux l'ont protégé. C'est ce qu'on appelle un Alexandre. Alexandre en grec, c'est-à-dire le protégé des dieux. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, les serviteurs du roi de Corinthe qui passaient par là, le roi de Corinthe s'appelle donc une ville concurrente, et une très belle ville concurrente de Thèbes. Les serviteurs du roi de Corinthe qui passaient par là, le roi s'appelle Polybe, pas Polype, mais Polybe, bon, c'est la même idée, qui est marié avec une gentille femme qui s'appelle Mérope, et ils ne peuvent pas avoir d'enfants, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Alors les serviteurs se disent, mais quelle chance, on sait que notre roi Polybe et Mérope, notre reine, ne peuvent pas avoir d'enfants, ce petit est exposé, si on l'a exposé, c'est qu'on lui laisse une chance. Eh bien, on va le détacher, on va le rapporter au roi de Corinthe qui l'adoptera. Et c'est ce qui se passe. Ce qui fait que le petit Œdipe est sauvé de la mort. Il est élevé à Corinthe par un autre roi, il est prince de Corinthe, donc il est quand même un aristocrate, il est quand même dans une situation qui est très enviable du point de vue de la naissance, il est quand même fils de roi, et il pense évidemment que Polybe et Mérope sont ses parents. Personne ne lui a dit la vérité, personne ne lui a dit qu'il avait été abandonné et adopté. Et donc il est élevé à Corinthe avec cette idée que Polybe et Mérope sont bien ses parents. Et il ne sait évidemment rien de Laios et Jocaste, dont il ignore même l'existence. Et puis un jour, peut-être il a lui aussi quelque chose comme 15 ou 16 ans. Il y a là un grand banquet qui est donné dans le palais du roi de Corinthe, chez Polybe et chez Mérope. Et un ivrogne, un type qui a trop bu, qui est là à table, apostrophe le petit Œdipe et il l'appelle « enfant supposé ». En fait, ça veut dire « bâtard ». Et le petit Œdipe, probablement qui a repéré quelque chose dans l'attitude de ses parents, peut-être qu'il a entendu quelques conversations. Enfin, il est extraordinairement bouleversé par cette apostrophe. Au fond, on vient de le traiter de bâtard. Et du coup, il décide de partir, comme on fait toujours dans ces cas-là, dans la mythologie grecque, de partir pour Delphes. Delphes, c'est le temple d'Apollon, c'est-à-dire l'oracle suprême. On va consulter l'oracle à Delphes. Œdipe va consulter la Pythie à Delphes, au temple d'Apollon, et la Pythie lui dit la même chose que l'oracle qui avait déjà prévenu son père, Laios. La Pythie lui dit que, hélas pour lui, il est voué à tuer son père et à épouser sa mère. Mettez-vous à la place du petit Œdipe. Il pense que son père, c'est qui? Il pense que c'est Polybe, et il pense que sa mère, c'est Mérope. Il n'a aucune idée que son père, c'est Laios et que sa mère, c'est Jocaste.
Et donc, comme il vit à Corinthe, il se dit, mais si je veux éviter le destin qui frappe là, si je veux échapper à l'oracle, si je veux échapper à ma destinée, il faut que d'urgence je quitte Corinthe. Et donc il décide de quitter Corinthe pour éviter de tuer son père et d'épouser sa mère, d'épouser son père Polybe et de tuer son père Polybe et d'épouser sa mère Mérope. Et donc il fuit Corinthe en croyant échapper à son destin. Où va-t-il évidemment ? Il va bien sûr à Thèbes. Il va rejoindre son destin. Donc c'est très bien fait parce que tout ça tient en 60 pages. C'est encore une fois, c'est presque comme un film américain moderne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps mort. Il y a une action à chaque page. Hein. Donc quand on a les clés, et vous allez voir qu'elles sont fascinantes, c'est pas des textes ennuyeux finalement. Ça se lit aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, surtout si on trouve une traduction qui n'est pas trop mauvaise. Et donc il fuit Corinthe. Et pendant ce temps-là, évidemment, il se trouve que Laios lui-même, pour d'autres raisons que je vais vous raconter dans une seconde, qui sont liées au Sphinx, en fait à la Sphinx, c'est une femme, eh bien lui aussi va consulter l'oracle. Et donc leurs deux chars se croisent. Ils se croisent, l'un qui quitte Corinthe pour aller à Thèbes, et l'autre qui quitte Thèbes pour aller à Delphes. Et ils se croisent sur un chemin très étroit. Les deux chars ne peuvent pas se croiser. Et chacun commence à insulter l'autre, comme des vulgaires automobilistes aujourd'hui. Et pousse ton char, crétin. Et chacun pense être dans son droit, parce que Laios, c'est le roi de Thèbes. Quand même, le roi, laissez-le passer, dit-il au serviteur, au conducteur de char, au cocher d'Œdipe. Et évidemment, Œdipe ne sait pas que Laios est son père, et Laios ne sait pas non plus qu'Œdipe est son fils. Ils ne se connaissent pas. Et donc, ils commencent à s'insulter, les serviteurs se battent entre eux, le vieillard, Laios, donne un coup de bâton à son fils, mais encore une fois, sans savoir que c'est son fils, qui lui se pense prince de Corinthe, donc il pense qu'il a la priorité, si je puis dire, et donc ils commencent à se battre tous les deux, un coup malheureux à la tête de Laios, et Laios meurt. Première partie de l'oracle est accomplie. Le père est mort, Œdipe a tué, sans le savoir, il a tué son père. Il continue sa route vers Thèbes. Et en arrivant vers Thèbes, il vient de tuer le roi de Thèbes, mais il ne le sait pas, il vient de tuer son père. Eh bien, il découvre que la ville est terrorisée, bouleversée, massacrée, si je puis dire, par un monstre terrifiant qui s'appelle la Sphinx. La Sphinx, c'est une femme, encore une fois. D'ailleurs, en fait, en grec, elle s'appelle la Sphinge. Puis on a dit le Sphinx, je ne sais pas trop pourquoi. Enfin, c'est la Sphinge en grec, et c'est une femme à corps de lion avec des ailes de vautour. Et la Sphinx, elle est juchée sur les remparts de Thèbes. Et que fait-elle? Un peu comme dans... comment il s'appelle? Les Monty Python, Sacré Graal. Elle pose des énigmes aux jeunes gens de la ville. Et quand ils ne trouvent pas l'énigme, la solution, eh bien, ils sont précipités du haut des remparts et ils sont voués à la mort. Ils s'écrasent par terre et ils sont tués par la Sphinx. Alors évidemment, n'écoutant que son courage, Œdipe est un type formidable, c'est un père épatant, vous allez voir plus tard quand il a des enfants, c'est un roi de Thèbes qui va être un roi magnifique, c'est un homme courageux qui n'a que des qualités morales, tout ça est fait exprès, vous verrez pourquoi. Donc gardez ça en tête, évidemment, en écoutant que son courage, eh bien, le jeune Œdipe décide de sauver la ville de ce monstre. Et il se présente devant la Sphinx pour résoudre à son tour une énigme. Parce que c'est comme les sirènes. Quand les sirènes n'arrivaient pas à faire échouer les bateaux et à noyer les marins, les sirènes, qui étaient des oiseaux et pas des poissons, étaient obligées dans la mythologie grecque de se précipiter dans la mer où elles étaient noyées. De la même manière, quand la Sphinx ne réussit pas à tuer celui à qui elle a soumis une énigme, eh bien, elle est obligée de se précipiter, elle, du haut des remparts, toujours symbolone, pour s'écraser par terre et se tuer. Et quelle est l'énigme que la Sphinx soumet à Œdipe? Et c'est pas pour rien qu'elle soumet cette énigme. Vous la connaissez tous, la fameuse phrase, je crois que tout le monde connaît ça. Quel est l'être qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes à midi et à 3 pattes le soir? Évidemment, c'est l'homme qui marche à 4 pattes le matin parce que c'est un bébé qui marche à 4 pattes, à 2 pattes c'est un adulte, il marche à 2 pattes, à midi, pardon, c'est un adulte qui marche à 2 pattes, et le soir c'est un vieillard qui marche à 3 pattes parce qu'il a une canne. Or, si vous y réfléchissez, j'ai mis longtemps à comprendre ça, je disais ça comme tout le monde sans faire attention. Évidemment, pourquoi Œdipe trouve-t-il la solution? Parce qu'en vérité, c'est lui.
qui est à 4 pattes, à 2 pattes et à 3 pattes. Pourquoi? Parce qu'il est le fils de Jocaste, donc il est le bébé. Il va être le mari de Jocaste, donc il est l'adulte. Et quand il va découvrir ses erreurs, ses fautes, mais involontaires le malheureux, quand il va découvrir qu'il a tué son père, épousé sa mère, que fait Oedipe? Toujours symbolone, la punition en rapport avec le crime. Il se crève les yeux. Il a péché par aveuglement, il n'a pas vu ce qui se passait. Il n'a pas vu qu'il tuait son père, il n'a pas vu qu'il épousait sa mère. Alors il se crève les yeux. Punition symbolique, à nouveau, au sens grec. Et donc, il va, une fois qu'il s'est crevé les yeux, marcher à 3 pattes, avec une canne. Et il va rejoindre Colone, la ville où il va mourir, avec une canne, accompagnée par Antigone, sa fille aimée, sa fille aimante, contrairement à Ismène, qui est une truffe. Bon. Et vous verrez ça aussi tout à l'heure. Mais rassurez-vous, parce que là, je mets en place les éléments du drame. Mais tout va se rejoindre. Les fils vont se nouer, et là, ça deviendra, je pense, tout à fait clair. Et donc, Oedipe trouve la solution de l'énigme, parce que c'est lui, tout simplement, qui a 4 pattes, 2 pattes et 3 pattes. Et il est les 3 en même temps. Hein. Il est à la fois l'enfant, le mari et le vieillard. Et c'est pour ça qu'il trouve. Le malheureux sphinx, si je puis dire, s'écrase par terre. Et du coup, comme on apprend dans la ville de Thèbes que Laios est mort, le roi est mort, Créon, le frère de Jocaste, donc l'oncle d'Oedipe, hein, le frère de Jocaste, avait pris par intérim la place du roi défunt, la place de Laios, et du coup Créon, voulant rendre hommage à Oedipe, qui vient de sauver la ville, en débarrassant la ville du Sphinx ou de la Sphinx, eh bien Créon lui dit « Mais prends ma place, moi je ne suis là que par intérim, prends la place et épouse la reine, Jocaste. » Et c'est comme ça que le petit Oedipe devient roi de Thèbes et épouse sa mère. Donc la deuxième partie de l'oracle est accomplie. Il a tué son père, il a épousé sa mère. Et là, il va rester 20 ans roi de Thèbes, il aura 4 enfants, 2 garçons, Éthéocle et Polynice, qui vont s'entretuer bientôt. Ils vont croiser leurs épées et les enfoncer chacun en même temps dans la poitrine de l'autre, et ils en mourront tous les 2. Et puis 2 filles, Ismène, sans intérêt et peu courageuse, et puis Antigone. Antigone qui va être le personnage crucial de toute la tragédie grecque. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je vais vite, je résume vraiment la pièce de Sophocle. Eh bien, au bout d'une vingtaine d'années, que tout se passe bien, que ses enfants grandissent, que Oedipe est un très bon roi, qu'il est très heureux avec Jocaste. Il a épousé sa mère, mais enfin, c'était une très jeune mère, et donc il est très heureux avec elle, ils sont très, très épris l'un de l'autre. Mais d'un seul coup, une épidémie effroyable apparaît dans le paysage de Thèbes. Et c'est une épidémie qui a une caractéristique très particulière, c'est que c'est une épidémie cosmologique. C'est un trouble dans le cosmos, un trouble dans l'univers. Il se passe des choses effroyables qui n'ont rien à voir avec la maladie. Il y a des fausses couches partout, il y a des enfants mort-nés en pagaille, il y a des plantes qui ne poussent plus, il y a des animaux qui paraissent monstrueux. Enfin, on voit qu'on est dans un désordre cosmique. Et c'est très important parce que c'est encore une image du destin qui est là. On est dans un cosmos bouleversé, parce qu'il y a une injustice. Et donc, là encore, comme toujours, on consulte la Pythie, l'oracle de Delphes, et la Pythie répond que tant que le crime, le meurtre de Laios, ne sera pas puni, le désordre cosmique continuera d'exister. Et donc, le roi Oedipe lance ses limiers, sa police, pour essayer de trouver qui est l'assassin. Mais c'est lui, évidemment, le malheureux. Et donc, il ne sait pas trop. Alors, il y a toute une série de scènes que je passe de côté. Mais le devin Tirésias, le fameux devin aveugle, finit par révéler la vérité à Oedipe. Il hésite longuement parce qu'il n'a pas envie de dire la vérité, évidemment, à son roi. Mais enfin, forcé par Oedipe d'avouer les choses, eh bien, Tirésias finit par dire à Oedipe que c'est lui qui a tué Laios et qu'il a épousé sa mère. Et donc c'est à ce moment-là de la pièce que d'abord Jocaste se suicide, et puis Oedipe se crève les yeux, puisqu'il n'a rien vu, et que du coup ses fils, Éthéocle et Polynice, vont se disputer le trône.
puisque Oedipe s'en va avec Antigone vers Colone, il quitte la ville de Thèbes, il se crève les yeux, il quitte la ville de Thèbes. Antigone, qui aime son père, donc l'accompagne, il marche là à trois pattes avec sa canne blanche, si je puis dire. Antigone accompagne son père vers Colone, où il va être emporté par les Érinies, par les divinités qui, en effet, là sont bien placées, si je puis dire, puisque leur vocation est de punir les crimes commis dans les familles. Là, on peut dire qu'il a fait très fort, même si c'est pas exprès et que c'est pas de sa faute, mais il a quand même fait très fort dans le genre crime familial. Et donc, on a ces deux frères, Éthéocle et Polynice, qui se battent entre eux. Et pour éviter de se battre, ils décident de prendre le trône de Thèbes en alternance. Chacun une année prendra le trône et sera roi de Thèbes. Comme ça, ils se partagent le trône. Donc Éthéocle prend le trône de Thèbes, mais en fait, au bout d'un an, il ne veut pas le rendre à son frère. Il le garde. Et c'est là que Polynice quitte Thèbes, va lever une armée argienne et attaque les 7 contre Thèbes, les 7 portes de Thèbes avec cette armée argienne. Argienne, c'est une armée d'argolites qui est étrangère à Thèbes. Hein. Et donc, il attaque la ville et Apollon veille. Souvenez-vous qu'Apollon avait été interpellé par Pélops, qui avait invoqué les dieux pour qu'on punisse le crime de Laios, qui avait violé Chrysippe, son fils, etc. Je ne vous rappelle pas l'histoire. Et donc, Apollon va faire en sorte que les deux frères se battent à l'une des portes de Thèbes et s'enfoncent chacun l'épée dans le cœur, et donc meurent tous les deux. Éthéocle et Polynice meurent tous les deux. Créon, alors on a fini là maintenant, l'histoire est finie. Créon reprend sa place sur le trône. Jocaste est morte, Créon reprend la place sur le trône, et évidemment, il est roi de Thèbes, il ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce qu'il décide? Et c'est là que vous allez voir le tragique, à l'état chimiquement pur, le sommet du tragique grec. Eh bien, Créon décide, en tant que roi de Thèbes, de donner une sépulture à Éthéocle, qui a défendu la ville, mais d'interdire qu'on enterre Polynice, qui a attaqué la ville et qui est un traître. C'est la loi, quelles que soient les raisons. Quelqu'un qui attaque, qui étant de Thèbes, et fils de roi lui-même, attaque la ville de Thèbes, est un traître, et on ne peut pas l'enterrer. Ça veut dire qu'on le laisse aux chiens et aux oiseaux, qui vont dévorer son corps. Et donc, Éthéocle est enterré avec les honneurs de la guerre, Polynice est jeté aux chiens et aux oiseaux à l'extérieur des remparts de la ville. Et il est là à pourrir, Pythène, comme le python d'Apollon, il est là à pourrir sur le sable qui entoure la ville, au soleil. Et c'est là qu'Antigone se révolte contre Créon, son oncle, par conséquent, hein, le frère de Jocaste, sa mère. Et donc Antigone se révolte contre Créon, et elle oppose, tenez-vous bien, la loi des dieux à la loi des hommes. C'est-à-dire qu'elle oppose la loi des dieux, qui est la solidarité familiale. Hein, même si son frère Polynice a péché, elle veut l'enterrer, elle veut lui donner une sépulture, elle ne veut pas qu'il soit bouffé par les chiens et par les oiseaux. Et donc elle oppose à Créon, son oncle, qui lui est le roi de Thèbes et qui défend la loi des hommes, la loi de la cité, eh bien elle oppose la loi des dieux. Et là, vous trouvez le tragique, à l'état, encore une fois, parfait, à l'état chimiquement pur, si je puis dire. Je ne veux pas parler trop longtemps parce qu'au fond, je vous ai dit l'essentiel. Le tragique, je vais y revenir dans un instant, mais je vous donne tout de suite la solution. Le tragique, c'est un conflit extra-moral. Le tragique, c'est un conflit qui oppose deux légitimités équivalentes. Ce n'est pas un conflit entre des bons et des méchants, c'est un conflit entre des personnes, des personnages, des caractères, on dirait, qui incarnent des légitimités défendables, qui incarnent des points de vue défendables. Il n'y a pas des salauds et des justes, il y a des gens bien des deux côtés. Créon défend la loi de la cité, c'est son rôle, il est roi de Thèbes, il ne peut pas faire autrement. Antigone défend la loi du cœur, la loi de la famille, la loi des dieux. C'est la sœur de Polynice, elle a raison, elle ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, c'est elle qui va finalement l'emporter, même si elle va mourir à la fin de la pièce de Sophocle. Et donc le tragique, c'est une déchirure du monde qui oppose deux points de vue également légitimes. Il n'y a pas, encore une fois, des bons et des méchants. Par conséquent, c'est un conflit essentiellement, structurellement non moral.
Alors, terminons la pièce. Donc Jocaste se suicide, Oedipe se crève les yeux et part pour Cologne avec sa fille Antigone. Les deux frères Éthéocle et Polynice meurent. Et puis Antigone va donc, après la mort de son père, revenir à Thèbes. Et donc c'est là qu'elle demande à Créon une sépulture pour son frère. Et donc Créon a pris un décret qui dit que toute personne, quelle qu'elle soit, qui tenterait d'enterrer Polynice serait mise à mort, et c'est comme ça que Antigone est condamnée à mort. Créon est désolé de condamner sa nièce, il ne le fait pas de gaieté de cœur, mais il ne peut pas faire autrement, il incarne la loi de la cité. Et donc Antigone est condamnée à mort, elle est enterrée vivante dans une espèce de grotte souterraine où elle se suicide. Et puis en fait, Créon finit par comprendre qu'il a eu tort, parce que la loi des dieux est supérieure à la loi des hommes en vérité. Mais néanmoins, les deux légitimités se défendent. Et donc il court pour essayer de sauver sa nièce, pour essayer de sauver Antigone, mais il arrive trop tard, elle est déjà morte, elle s'est pendue avec la ceinture de sa robe. Et tout ça, évidemment, se termine de manière tragique, puisque tout le monde est mort sauf Créon. Mais enfin, il est quasiment mort, parce qu'il y a tout le monde, y compris son fils qui se suicide devant lui parce que son fils était amoureux d'Antigone. Enfin, tout ça se termine évidemment très mal.